Là, je ne vais pas parler en tant que journaliste, mais en tant que linguiste. Moi, quand on me parle de l'enseignement bilingue, je pense surtout à deux langues. Pourtant, quand on essaie d'évaluer votre exposé, nous comprenons aisément qu'il s'agit de l'enseignement de l'arabe, de la langue arabe. Maintenant, pourquoi ne pas aller directement à l'enseignement de la langue arabe dans le système éducatif malien que de dire l'enseignement bilingue? Ça, c'est un premier point. Un second point, c'est quoi? Nous allons travailler avec les médersa. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est là qu'il faut vraiment combattre. Ça, c'est le radicalisme. Pour qui parle d'enseignement de la langue arabe dans des médersa non formels, est-ce qu'on ne doit pas avoir un système d'éducation pour qu'il n'y ait pas l'aspect radicalisme et l'extrémisme violent? La première préoccupation, c'est que dans votre exposé, vous avez eu à dire que le projet est financé par le Mali à hauteur de 9%, la BID à hauteur de 43% et le fonds saoudien à hauteur de 48%. Mais vous avez eu à dire également que ce fonds saoudien n'est pas disponible. Ne pensez-vous pas que si ce fonds saoudien que vous attendez ne parvient pas, ça ne va pas poser problème, ça va pas poser problème au bon fonctionnement du projet? Ma deuxième préoccupation, est-ce que le projet est dans tous les Mali, dans tous les pays, ou bien c'est quelques régions seulement qui sont ciblées par rapport au projet? Ma dernière préoccupation, quels sont les effets du projet sur les écoles coraniques et les médersa coraniques à Bamako et dans d'autres localités du Mali? Maintenant, 2 ans après, qu'en est-il de ce défi? Qu'en est-il en réalité de cet objectif, ma foi, salutaire? Première question. Deuxième question, alors, est-ce que le projet prend en compte les débouchés, les sortants de ces écoles-là? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire lors des concours, l'embauche en réalité? Et troisième question, le profil du maître de l'école coranique. Quel est le profil du maître de l'école coranique? Et dernière question, vous avez parlé d'une campagne de sensibilisation, vous avez parlé de beaucoup de couches, mais je n'ai pas entendu la couche des parents d'élèves. Cette déclaration-là. Mais pour le contexte de l'enseignement franco-arabe, nous avons dit bilinguisme, parce que déjà on va introduire le français. Pour votre information, certainement, le français à la date d'aujourd'hui est introduit à partir de la 3e année dans la médersa. Dans les curricula ou dans les programmes en cours. C'est à partir de la 3e année que le français est introduit dans la médersa. Nous voulons, dans le cadre de cette réforme, que le français intervienne depuis la 1re année. Donc on va être dans un contexte bilingue. On utilise l'arabe pour enseigner un certain nombre de disciplines, mais le français aussi va intervenir, pas seulement comme langue, mais aussi comme médium d'enseignement. C'est ça le bilinguisme. Donc l'arabe est à la fois médium d'enseignement et discipline. Le français est aussi à la fois médium d'enseignement et discipline dans ce contexte-là. C'est pourquoi je disais dans mon intervention que les matières scientifiques vont être enseignées en français. Donc en ce moment, le français devient médium d'enseignement et pas comme discipline. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans le médersa, où le français est une discipline introduite à partir de la 3e année. Là, je crois que cette mise au point est importante pour tout le monde. Au-delà de ça, il y a une question essentielle. Si nous revenons à la question de notre frère, les médersa non formels, le radicalisme, l'extrémisme violent, certainement pour l'information des uns et des autres, j'avais été désigné il y a à peu près 6 mois au niveau du ministère de l'Éducation nationale sur une demande de l'UNESCO comme responsable du dossier extrémisme violent dans les systèmes éducatifs maliens. C'est important. Je crois que nous savons que c'est une thématique brûlante, mais ce qui est important, c'est de rappeler qu'en réalité, je vais dire comme ça c'est notre avis sur la question. Les médersa, que ce soit formel ou non formel, n'ont rien à voir avec l'extrémisme violent. Peut-être c'est une mauvaise utilisation de certaines informations, peut-être c'est une mauvaise interprétation de certaines positions. Peut-être il y a des positions isolées de certains individus, peut-être appartenant à la classe de l'enseignement arabo-islamique, ça peut exister, comme il y a d'autres couches également qui sont impliquées dans cette affaire-là.
Donc l'extrémisme violent avec l'UNESCO à Dakar, où je participe à des cadres aussi assez élevés, le débat est là, c'est très clair. Il n'y a pas un lien systématique entre les écoles coraniques et l'extrémisme violent. Il n'y a aucun lien systématique entre les médersa et l'extrémisme violent. Donc le phénomène a d'autres explications, il y a d'autres considérations. Je pense que le moment ici, ce n'est pas le cadre idéal pour discuter de tout ça, mais moi je peux vous dire que les médersa fonctionnant aujourd'hui au Mali sont sous le contrôle du ministère de l'Éducation nationale. Les programmes sont faits par le ministère, même si je disais tantôt qu'il y a lieu de mettre à jour ces programmes-là, mais le ministère de l'Éducation nationale contrôle ce qui se fait au niveau des médersa. Pour le cas des écoles coraniques, je disais dans mon intervention que le processus de rattachement est lancé. Depuis 2008, le processus a duré. Depuis le forum en 2008, on a jugé nécessaire que les écoles coraniques soient rattachées au ministère de l'Éducation nationale. Le ministère a installé une commission de réflexion qui a remis un rapport au ministre de l'Éducation. Ensuite, un comité de suivi a été installé. Le comité est en train de travailler. Il y a eu beaucoup de voyages d'études, etc. Mais dans le cadre spécifique de ce projet, la première sous-composante du projet, en rapport avec la composante de rénovation des écoles coraniques, ça c'est le développement de l'ancrage juridique, institutionnel et stratégique des écoles coraniques. Ça veut dire quoi? Que nous allons développer ou proposer aux autorités un texte de rattachement des écoles coraniques au ministère de l'Éducation nationale. Nous allons proposer des améliorations possibles en ce qui concerne le personnel d'encadrement. Au niveau de nos académies et de nos CAP, il y a des conseils chargés de l'arabe dans les académies ou les chargés arabes. Il y a les conseils pédagogiques chargés d'arabe dans les CAP. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui pour les écoles coraniques parce que les écoles ne sont pas rattachées. Mais parallèlement au développement de l'ancrage juridique, on va proposer en tout cas des dispositions permettant d'encadrer les écoles coraniques à travers les structures de l'État. On le fera en partenariat avec les maîtres d'école coraniques à ce niveau. Donc je crois que vous pouvez être rassuré qu'en réalité il n'y a pas de lien systématique entre les écoles coraniques et l'extrémisme violent, non plus les médersa. Donc mais nous travaillons à orienter bien ces structures-là au même titre que les écoles classiques du Mali. Quelqu'un aussi posait la question de savoir quelle est la différence entre médersa et école coranique. C'est vraiment une très bonne question. Je dois rappeler à ce niveau que nous avons à peu près 3 ou 4 variantes de structures impliquées dans l'enseignement arabo-islamique au Mali. La première variante, je vais citer les écoles coraniques. En fait, toutes les autres variantes sont issues des écoles coraniques. L'école coranique en réalité a donné naissance à d'autres variantes. À la date d'aujourd'hui, puisque les écoles coraniques, depuis un texte de 1957, étaient placées sous l'autorité du ministère de l'Intérieur par le colonisateur. Donc apparemment, en tout cas pour le Mali de 1960 à nos jours, il n'y a pas de texte régissant les écoles coraniques. On se réfère toujours à ce texte de 1957 là, qui régit, c'est un texte du colonisateur qui régit en tout cas l'enseignement coranique à travers le ministère de l'Intérieur. Donc le département est en train de travailler que ça soit, parce que nous avons considéré que ces écoles coraniques représentent une forme d'éducation. Il faut le dire, c'est une forme d'éducation. C'est la première forme d'éducation d'ailleurs au niveau de l'Afrique subsaharienne, avec l'avènement de l'islam. Les écoles coraniques étaient là avant l'école classique. Les écoles coraniques ont formé beaucoup de cadres. En réalité, ils utilisaient l'arabe. Mais l'arabe a été même basculé même dans nos langues nationales. Pas seulement à l'oral, même à l'écrit. Donc c'est important. Donc les écoles coraniques, à la date d'aujourd'hui, on peut dire que c'est des institutions qui s'occupent de l'enseignement du Coran et de ces sciences connexes, mais elles ne sont pas pour l'instant rattachées au ministère de l'Éducation nationale, donc non gérées par le département de l'Éducation. Ils ont leurs propres modalités d'encadrement, en tout cas d'admission des apprenants. Mais les médersa, issus aussi des écoles coraniques, parce qu'il faut rappeler que les premières médersa, pour ne pas parler de l'école de 1908 à Tombouctou, c'était avec les colonisateurs, mais la médersa sous la forme actuelle, si je ne me trompe pas, est partie de Caille ou de Ségou. À Caille, à travers la médersa de Mahmoud Ba, communément appelée Madrasatul Fala, qui date de 1940, si je ne m'abuse pas, et également la médersa de Ségou, ici, appartenant à nos grands-parents Saad Touré et Abouakar Cham. Donc ça, c'est une médersa apparemment qui remonte à 1945, si je ne me trompe pas. Donc ces structures de 1945 jusqu'à 1985 n'étaient pas sous le